bienvenue à cette nouvelle capsule en droit des affaires. Mon nom est Serge Girard de Force Légale, je serai votre animateur aujourd'hui et notre capsule s'inscrit dans le cadre de la boîte à outils qui vous est offerte par le CLD de Vaudreuil-Soulanges. Je suis le fondateur de Force Légale, un bureau spécialisé en droit des affaires. Et aujourd'hui, nous allons nous attarder davantage au droit du travail. Alors, le survol de ce que nous allons voir aujourd'hui, nous allons d'abord définir ce qu'est le contrat de travail, pour ensuite regarder les principales obligations de l'employeur et celles du salarié. Nous verrons ensuite les clauses de non-concurrence et de non-sollicitation qu'on peut retrouver dans certains contrats, le droit de gérance de l'employeur et la discipline qu'on doit faire, qu'on peut être amené à faire, la fin du contrat où on parlera entre autres du congédiement, des bonnes et des moins bonnes façons de procéder, et nous conclurons avec quelques notions à retenir. Alors, le contrat de travail, on le trouve défini dans le Code civil du Québec. On trouve également certains éléments complémentaires dans la loi sur les normes du travail, mais l'essentiel se trouve au Code civil. Alors, le contrat de travail est un contrat entre un employeur, qui peut être une personne physique ou une personne morale, et un employé qui est une personne physique. Une personne morale ne pourrait pas être un salarié. Le contrat doit être pour un temps limité. Et ce qu'on veut dire ici, c'est que ça ne doit pas être un contrat à perpétuité. Alors, cette dimension a été ajoutée dans le Code, déjà sous l'ancien Code du Bas-Canada. Alors, cette notion-là venait faire en sorte qu'on s'assure d'éliminer le travail qui pourrait, à la limite, se rapprocher de l'esclavage. Alors, des contrats qui liaient un employé à un employeur à perpétuité. Alors, c'est dans ce sens-là qu'on dit que le contrat de travail est un contrat dont la durée sera limitée. Il y a une autre notion à regarder quant à la durée. Le contrat peut être à durée déterminée ou à durée indéterminée. Alors, si le contrat est à durée déterminée, on fixe déjà, dès le moment où on conclut le contrat, la date à laquelle ce contrat-là prendra fin. Ça peut être un contrat pour 1 an, pour 2 ans, pour 3 ans ou davantage. Mais on fixe déjà la date à laquelle le contrat prendra fin. Tandis que le contrat à durée indéterminée n'a pas de clause quant à la date de terminaison. On est employé tant qu'on est employé. Dans les deux cas, ça ne peut pas être à perpétuité. L'autre dimension du contrat de travail, c'est la prestation de travail. Alors, le salarié doit donner une prestation de travail à son employeur. Ce travail peut être un travail physique, un travail intellectuel, et il se fait sous la supervision de l'employeur. Alors, on va parler ici de subordination. La subordination, donc, c'est l'employeur, et je vais revenir sur cette dimension-là tout à l'heure, mais c'est l'employeur qui encadre son employé, va donner des directives sur ce que le salarié doit faire, comment il doit le faire et à quel moment il doit le faire. La contrepartie, c'est le salaire, la rémunération qui est versée par l'employeur aux salariés. Donc, on a ici un contrat de travail. Il faut maintenant distinguer
le statut de salarié de celui de travailleur autonome. Il arrive souvent que des entreprises, en voulant contrôler leurs coûts, vont décider d'engager des travailleurs autonomes plutôt que des salariés, et parfois la ligne entre les deux peut être mince. Et c'est important de pouvoir savoir de quel côté de cette ligne-là on se trouve, parce qu'entre autres, ça a des conséquences sur les obligations du donneur d'ouvrage, sur le traitement fiscal de la rémunération qui sera versée, et des déductions qu'on pourrait vouloir faire des dépenses encourues. Alors, il faut bien être capable de faire la distinction. Et ce n'est pas toujours facile, parce que on doit tenir compte d'un ensemble de facteurs qu'on va regarder ensemble, et il faut voir comment ils s'articulent dans un cas particulier. Le premier, c'est la subordination. Tout à l'heure, j'en ai parlé. Le salarié est sujet à la subordination à son employeur. Alors, est-ce que, et juste avant de rentrer dans le détail, tandis que le travailleur autonome n'aura pas cette subordination-là. Alors, des choses qu'on va regarder comme des indications de la subordination: l'horaire de travail. Qui choisit l'horaire de travail? Est-ce que l'horaire de travail est imposé par le donneur d'ouvrage ou est-ce qu'il peut être choisi à la convenance du travailleur? Les méthodes de travail. Est-ce que les méthodes sont imposées par le donneur d'ouvrage ou elles sont laissées à la discrétion du travailleur? Le rapport qui existe entre les deux. Est-ce que le travailleur doit régulièrement se rapporter, rendre compte de ses activités, de son emploi du temps, ou est-ce qu'il a une certaine latitude à ce sujet-là, dans la mesure où il livre un résultat? Est-ce que le travailleur doit régulièrement obtenir des permissions de la part du donneur d'ouvrage? Selon qu'on répond dans un sens ou dans l'autre, on verra qu'on a une subordination ou non. Mais ce seul facteur-là ou ce seul critère-là n'est pas suffisant pour conclure dans tous les cas. On voudra regarder la propriété des outils de travail. Lorsqu'un employeur désire que ses employés utilisent certains outils ou qu'il impose d'utiliser certains outils, il doit les leur fournir. Tandis que si on engage un travailleur autonome, on s'attend généralement à ce qu'il ait ses propres outils pour servir l'ensemble de ses clients dont le donneur d'ouvrage fait partie. Les produits qui sont le résultat du travail appartiennent-ils au donneur d'ouvrage? Appartiennent-ils aux travailleurs? Les clients qui seront servis, est-ce que ce sont les clients du donneur d'ouvrage? Est-ce que ce sont ceux qui appartiennent, entre guillemets, aux travailleurs? Est-ce que le travailleur sert d'autres personnes que le donneur d'ouvrage? A-t-il d'autres clients ou un seul employeur? Qui prend les risques? Dans une relation employeur-salarié, l'employeur prend les risques et empoche les profits. Le salarié n'a qu'à fournir sa prestation de travail et il reçoit son salaire, indépendamment que son employeur fasse des pertes ou non. Et ce salaire-là restera le même, indépendamment que son employeur fasse des profits ou non. Dans une relation avec des travailleurs autonomes, on verra régulièrement des méthodes ou des clauses qui viennent faire moduler le revenu du travailleur en fonction de risques qu'il doit prendre et donc de profits qu'il peut espérer, en n'oubliant pas qu'il le fait avec un ensemble de clients dont le donneur d'ouvrage fait partie.
qui rend le service? Alors, l'autonomie, qui rend le service? Est-ce que c'est le travailleur ou est-ce que c'est le donneur d'ouvrage? Je vous donne ici, et on va regarder aussi en termes d'exclusivité et d'intégration. Alors, au niveau de l'intégration, je vous donne ici, si je suis une institution d'enseignement et la raison d'être de l'institution est de fournir de la formation, fournir des cours, il y a fort à parier que les personnes qui vont donner les cours seront considérées comme des employés. Parce que leur travail est directement intégré avec l'entreprise du donneur d'ouvrage. Tandis que les gens qui opèrent la cafétéria sont souvent des travailleurs autonomes. C'est un service accessoire qui n'est pas directement intégré à l'entreprise. Et on regardera d'autres critères encore. Alors, comme vous voyez, c'est difficile de donner de façon abstraite une définition claire de ce qui est un salarié et versus un travailleur autonome, mais il faut retenir que plus on est sujet à la subordination, qu'on dépend d'un seul donneur d'ouvrage, plus grandes sont les chances qu'on est en face d'un contrat d'emploi et non pas un contrat d'entreprise entre un donneur d'ouvrage et un travailleur autonome. Nous allons maintenant regarder les principales obligations de l'employeur en vertu du contrat de travail. Et comme le dit le titre, la liste est longue, vous allez voir. Alors, la première obligation, c'est de permettre l'exécution du travail, de la prestation de travail du salarié. Ça peut sembler un peu grotesque d'avoir à le dire, ça semble assez évident. Mais ça signifie, entre autres, et comme j'y ai fait allusion tout à l'heure, de fournir le matériel lorsque c'est nécessaire, fournir l'équipement, donner accès au lieu. Et si l'employeur empêche l'employé d'avoir accès à son travail et de faire sa prestation de travail, l'employeur se trouve être en bris de contrat de travail. Il faut payer le salaire. Et ici, j'ai plusieurs éléments à mentionner. D'abord, en vertu de la loi sur les normes du travail, ce salaire-là doit être au moins égal, sinon supérieur au salaire minimum. Il doit être payé en argent et non pas en biens. Vous allez voir sur notre petite diapositive que j'ai mis un symbole de carotte. Alors ici, la carotte se trouve à symboliser l'ensemble de tout ce qui pourrait être autre chose que de l'argent. Et quand on dit que ça doit être payé en argent, ça ne signifie pas nécessairement d'être payé en argent comptant. Évidemment, on peut faire un chèque, on peut faire un dépôt direct. Mais le salaire doit être en argent et non pas en biens ou en services. Alors, par exemple, un dentiste ne pourrait pas avoir des employés qu'il paierait en traitant leurs dents. Ou en leur fournissant des prothèses dentaires. Il faut qu'ils payent en argent. Il faut également, et ça aussi, ça découle de la loi sur les normes du travail, payer les heures supplémentaires. Alors, les heures supplémentaires, en vertu de la loi, sont celles qui sont au-delà de la semaine normale de travail, laquelle est définie comme une semaine de 40 heures. Et les heures qui sont travaillées par le salarié au-delà des 40 heures doivent être rémunérées au salaire de base plus 50%. Alors, l'employeur doit également permettre à ses employés de jouir des congés fériés et chômés. La loi sur les normes du travail en dénombre 7. D'autres lois peuvent également décréter que des journées seront chômées et payées.
Et à ce moment-là, la loi prévoit que, en plus de donner congé à ses employés, l'employeur doit rémunérer cette journée-là, bien qu'elle n'ait pas été travaillée, en remettant comme salaire un vingtième de la rémunération qui a été reçue au cours des dernières semaines. Les employés, les salariés ont également droit à des congés annuels payés que l'employeur est tenu de respecter. L'employeur doit verser le salaire sur une base régulière et la loi sur les normes du travail prévoit que cette période régulière-là ne doit pas dépasser 16 jours. Donc, il est possible de payer à toutes les semaines ou à toutes les 2 semaines. Il serait même possible de payer à tous les 3 jours. Il faut que la période soit régulière et ne dépasse pas 16 jours. Le salaire doit être payé sur les lieux du travail et remis en main propre, à moins qu'il ne s'agisse d'un dépôt direct, un dépôt bancaire direct. Alors, on ne peut pas envoyer le salarié chercher son salaire ailleurs ou dire que le chèque est à la poste. Il a le droit de recevoir son salaire sur les lieux du travail directement. L'employeur doit également percevoir les déductions à la source, les DAS. Les déductions à la source qui sont des retenues qui couvrent la portion d'impôt, la portion de contribution à certains régimes gouvernementaux. Et ces sommes-là doivent par la suite être remises aux autorités fiscales par l'employeur. L'employeur doit également faire attention de respecter les règles sur l'équité salariale. Et certaines règles s'appliquent aux employeurs de 10 employés et plus. Alors, mais même si on est dans une entreprise qui a moins que 10 employés, il faut s'assurer de ne pas se rendre coupable de discrimination sur un des motifs interdits par la charte, par exemple, sur le sexe ou sur la race. L'employeur doit prendre certaines mesures pour protéger ses salariés. On pense ici à la santé, à la sécurité, à la dignité des salariés. Autre exemple, le harcèlement psychologique. Et l'obligation de l'employeur est de prendre des mesures appropriées et raisonnables. Alors, s'il s'agit de santé, il doit pouvoir offrir à ses employés un matériel qui soit sécuritaire ou un matériel qui les mette à l'abri de maladies professionnelles. Si c'est de sécurité, les méthodes de travail doivent faire en sorte de ne pas mettre en danger l'intégrité physique des employés. Je dis physique, mais ça pourrait être également, dans certains cas, l'intégrité morale. Même chose pour la dignité. Non seulement l'employeur doit traiter ses employés, ses salariés, de façon à respecter leur dignité, mais il doit également faire attention à ce que les tiers pourraient faire. Alors, il s'agirait par exemple d'actions posées par d'autres salariés, ou des clients, ou encore des fournisseurs, ou des visiteurs autorisés des lieux du travail, ou encore d'intrus. Alors, dans tous ces cas-là, l'employeur doit avoir mis en place des moyens appropriés et raisonnables pour s'assurer que, en tout temps, ces salariés voient leur santé, leur sécurité et leur dignité respectées. Nous pourrions continuer la liste des obligations des employeurs, dont plusieurs découlent d'obligations au niveau fiscal ou administratif, mais ici nous avons les principales. Regardons maintenant les obligations du salarié.
La première obligation du salarié est celle de fournir la prestation de travail. Et il doit le faire avec prudence et diligence. Alors le travailleur ne peut se permettre de travailler d'une façon qui mette en danger ses collègues de travail, mette en danger la propriété de son employeur, mette en danger les clients, les fournisseurs et les autres personnes avec lesquelles le salarié est appelé à interagir dans le cadre de son travail. Il doit également travailler avec diligence. Il doit s'assurer de se comporter de bonne foi pour rendre le service ou donner la prestation de travail à laquelle il s'est engagé. Il doit se présenter au travail selon l'horaire prévu. Il doit suivre les instructions de son employeur. Je vous ramène ici à la notion de subordination. L'employeur est en droit d'exiger certains standards dans la manière de travailler. L'employeur est en droit d'exiger le respect de certaines politiques. Et le salarié doit s'y conformer. Et quand on parle de subordination, c'est également le respect que le salarié doit démontrer envers, évidemment, les autres salariés, mais envers également ses supérieurs. Un salarié qui refuserait d'obéir à ses supérieurs ou qui se montrerait irrespectueux à leur endroit pourrait se retrouver dans une situation d'insubordination avec les conséquences que nous verrons. Une autre obligation qu'on retrouve au Code civil, c'est celle de loyauté et d'honnêteté. Alors, l'employé ne doit pas se comporter d'une façon qui aboutisse ou qui ait pour objet de porter atteinte ou de causer un préjudice à l'employeur. Il doit éviter, par exemple, sur les réseaux sociaux, de parler en mal de l'employeur, d'une façon qui ferait perdre confiance au public, la confiance du public envers l'employeur. Ici encore, c'est une évidence, il ne doit pas voler ou frauder son employeur. L'employé ou le salarié doit également traiter de façon confidentielle et protéger l'information confidentielle à laquelle il est exposé dans le cadre de son travail. Cette information confidentielle peut concerner l'employeur, par exemple les secrets de fabrication, les recettes ou les autres éléments qui permettent à l'employeur de se différencier de sa compétition. Ça peut être également des informations confidentielles qui concernent la clientèle et les personnes avec lesquelles le travailleur est appelé à interagir. Par exemple, les numéros de carte de crédit de la clientèle. Alors, le Code prévoit que le salarié ne doit pas utiliser cette information-là confidentielle pour nuire ou pour une autre raison que d'exécuter son travail, et que cette obligation non seulement s'applique durant l'existence du contrat de travail, mais survit à la fin du contrat de travail. Alors, une fois qu'on quitte l'employeur, on est toujours sujet à cette obligation-là de confidentialité, comme on est toujours sujet à l'obligation de loyauté et d'honnêteté. Nous allons maintenant regarder des clauses qu'un employeur peut avoir intérêt à mettre dans le contrat d'emploi de ses salariés. Il s'agit des clauses de non-concurrence et de non-sollicitation. Comme le dit le titre, ces clauses-là ont pour objet d'imposer certaines limites à l'employé, au salarié, mais la loi impose certaines limites
à ces clauses. D'abord, une clause de non-concurrence, une clause de non-sollicitation, doit être rédigée par écrit. On ne peut pas avoir une telle clause simplement verbalement sur une poignée de main, même si on avait 10 témoins, il faut que ce soit par écrit. Il faut que la clause soit exprimée en termes clairs, en termes express. Il est important de songer au moment où on fera signer une telle clause. Il est possible de le faire au moment de l'embauche. Il est également possible de le faire au cours de l'emploi, à condition que cette signature, la signature d'une telle clause, soit accompagnée en contrepartie de nouveaux avantages consentis à l'employé. Il ne serait pas légal de demander à un salarié qui est déjà à l'emploi de signer une telle clause sans lui donner d'avantages et le menacer de congédiement s'il ne signe pas la clause en question. Qu'il la signe ou non, l'employeur se trouverait en situation difficile. Si la clause a été signée et s'il est possible de démontrer les circonstances dans lesquelles elle a été signée, un tribunal pourrait tout simplement refuser d'y donner effet. Et l'employé pourrait s'adresser à la Commission des normes du travail, porter plainte et poursuivre l'employeur pour les dommages subis par la menace de congédiement ou par le congédiement lui-même. La concurrence qu'on va vouloir empêcher, ça va être une concurrence de la part du salarié, qu'elle soit faite directement par le salarié ou indirectement lorsque le salarié travaille pour une autre entreprise qui, elle, fait concurrence à son ancien employeur. Donc, il est courant de voir dans de telles clauses une longue énonciation où on va indiquer que le salarié ne peut pas directement ou indirectement, à titre d'actionnaire, administrateur, dirigeant, employé d'un autre commerce, d'une autre société, en concurrence avec l'employeur. Je parle de concurrence et on parle également de sollicitation ou de non-sollicitation. Alors, la non-sollicitation se distingue un peu de la non-concurrence. La concurrence, c'est de faire des activités semblables à celles de l'employeur pour les offrir au public, dans l'espoir que le public préfère les services offerts par le nouvel employeur à ceux de l'ancien. La sollicitation, c'est d'approcher directement des clients qui faisaient déjà affaire avec l'ancien employeur. Ça peut être également d'approcher d'autres salariés travaillant pour l'ancien employeur pour les convaincre de quitter cet employeur-là et venir rejoindre le salarié qui a quitté et qui est maintenant chez un concurrent. Ça peut être également d'approcher, dans certains cas, des fournisseurs, surtout si la possibilité de travailler avec certains fournisseurs devient un élément crucial dans le modèle d'affaires. Donc, ici, on voit que la sollicitation implique de façon plus précise les personnes ou les entreprises avec lesquelles l'ancien employeur travaille. Alors, nous avons vu les grandes lignes de la clause de non-concurrence ou de non-sollicitation. Maintenant, regardons les limites que la loi impose à de telles clauses. Voyons maintenant les limites que la loi impose aux clauses de non-concurrence et de non-sollicitation.
Une telle clause doit comporter des limites dans le temps, dans sa durée. Elle doit également être limitée quant au lieu ou au territoire qui est couvert par cette clause. Elle doit également être limitée dans la nomenclature des actions, des fonctions qu'un employé ne pourra exercer. Elles doivent se rapporter aux activités de l'entreprise et donc ces activités-là doivent être bien définies dans la clause. Et tout ça a pour but de limiter la clause à ce qui est strictement nécessaire pour protéger les intérêts légitimes de l'employeur. Comme souvent c'est le cas, il est difficile de dire de façon abstraite quelle devrait être la durée maximum d'une telle clause ou encore son étendue maximum. En effet, on va tenir compte de plusieurs éléments tels que les fonctions qui étaient occupées par l'employé ou par le salarié. Un salarié qui appartenait à la haute direction sera généralement sujet à une clause plus étendue dans le temps et plus étendue dans l'espace qu'un employé exécutant de la manutention sur le plancher et qui se trouve loin des grandes décisions. On tiendra également compte de la durée de l'emploi chez l'employeur. Plus l'employeur aura gardé longtemps l'employé à son service, plus il pourra se permettre d'avoir des exigences importantes. On tiendra compte également de l'âge du salarié au moment de la fin du contrat. On tiendra également compte d'autres facteurs dans le but de faire en sorte qu'une telle clause ne devienne pas un empêchement pour la personne de gagner sa vie. Alors, une clause de non-concurrence pour un employé, un petit salarié travaillant dans l'entrepôt d'une grande entreprise, qui durerait pour les 10 prochaines années et qui couvrirait l'Amérique du Nord au complet, serait à toute fin pratique nul et sans effet. La clause en question va prendre effet vraiment au moment où se termine l'emploi. Alors, cet emploi peut se terminer de différentes façons. Il peut se terminer par une démission, il peut se terminer par un congédiement. Il peut se terminer par le simple effet du temps lorsque c'est un contrat à durée déterminée. Lorsque c'est une démission, en principe, la clause s'applique. Si c'est un congédiement, il faut regarder si c'est un congédiement avec motif sérieux ou sans motif sérieux. Si le congédiement a été fait sans motif sérieux, la clause sera généralement sans effet. Si le congédiement a été fait pour un motif sérieux, par exemple parce que l'employé a été pris à voler l'employeur, la clause aura généralement son plein effet. Si c'est une démission, mais une démission qui découle de gestes de la part de l'employeur qui a donné un motif sérieux à l'employé de démissionner. Par exemple, si l'employeur a omis
pendant des mois de payer le salaire de l'employé, même si c'est une démission, on refusera de donner effet à une telle clause. Vous comprenez que je donne ici des exemples limites et que dans la vraie vie, on se trouve souvent dans des situations moins claires. Nous allons maintenant enchaîner avec ce qu'on appelle le droit de gérance. Le droit de gérance, c'est essentiellement le droit de l'employeur de diriger son entreprise et donc de donner des directives à ses employés. C'est le pouvoir pour l'employeur de prendre des décisions quant à l'organisation du travail, quant aux règles et politiques qu'il désire voir appliquées dans l'exercice de la prestation de travail de ses salariés. C'est également des mesures qui concernent le rendement dont il s'attend de la part de ses salariés. Et c'est les conséquences qui pourraient venir de manquement à ces règles, à ces politiques, à ces directives. La discipline, quant à elle, est la manière pour l'employeur de faire respecter son droit de gérance durant l'emploi. Je vous donne ici un portrait assez simple. Il faut souvent faire une distinction entre la discipline pour des motifs administratifs et la discipline pour des motifs disciplinaires. Je n'entre pas trop loin dans les détails ici. Je veux vous donner une idée générale de ce que ça implique. Alors, lorsque on se retrouve devant une situation qui pourrait nécessiter une intervention de la part de l'employeur pour corriger des manquements de la part de l'employé, pour répondre à des plaintes qui auraient été faites contre l'employé, il est bon de commencer par faire une enquête afin d'obtenir tous les faits. Et ce faisant, il faut donner la chance aux salariés de se faire entendre. On veut connaître les facteurs aggravants et les facteurs atténuants avant de prendre une décision quant à la sanction ou à l'élément de conséquences qu'on va donner à l'employeur. Et il est bon de documenter tout ça. De sorte que si vous vous retrouvez par la suite avec une plainte auprès de la Commission des normes ou une poursuite devant les tribunaux judiciaires, vous aurez dans votre dossier les éléments pertinents avec les dates, avec les noms des personnes qui ont été consultées, pour bien dire, voici dans quel contexte j'ai pris ma décision. Lorsqu'il s'agit de manquements qui ont rapport davantage avec la compétence, avec la capacité de l'employé d'exécuter son travail, ou encore avec certains éléments de comportement qui, sans être trop graves, peuvent nuire au bon déroulement du travail, il est important d'offrir du support et de l'encadrement à l'employé, au salarié. Plus l'employeur est un employeur ayant beaucoup de salariés, plus cette dimension-là deviendra importante dans le cas d'une plainte ou dans le cas d'une poursuite. Lorsque finalement on décide de prendre une sanction, il faut avoir en tête de garder le sens de proportionnalité entre la faute qui a été reprochée et la sanction elle-même. Il est important de suivre une certaine gradation. Alors, on voudra peut-être d'abord faire un avertissement verbal. Si
si le comportement persiste, on devra faire un avertissement écrit. Si malheureusement l'employé n'a pas corrigé son comportement ou ses actions, on peut être amené à le suspendre sans salaire pour une courte période. Et évidemment, si malgré tout ça, le salarié n'arrive pas à corriger son comportement, ça pourrait conduire à un congédiement. Et encore une fois, ces différentes interventions-là devraient être documentées. Si vous avez donné un avis verbal, mettez dans le dossier de l'employé à quelle date ça a été fait, par qui, et préférablement ayez un tiers présent pour servir de témoin. Assurez-vous toutefois de suivre vos propres politiques. Alors, si vous avez adopté des politiques sur la manière dont vous traitez les cas disciplinaires, assurez-vous de suivre cette politique-là. Sinon, vous risquez de vous faire reprocher et possiblement de vous faire accuser de discrimination à l'endroit d'un employé, d'un salarié, par rapport aux autres. J'ai mentionné les différentes sanctions. J'ai omis de mentionner le cas de la suspension avec salaire. Alors, la suspension avec salaire ici a un rôle intermédiaire. Ce n'est pas nécessairement une sanction, c'est plutôt une précaution que vous allez possiblement être amené à prendre lorsque vous êtes face à une plainte en harcèlement psychologique ou harcèlement sexuel au travail. Vous allez généralement vouloir prendre l'employé, le salarié qui fait l'objet de cette plainte-là et le sortir du contexte du travail sans pour autant présumer du résultat de votre enquête. En le suspendant avec son salaire, vous lui causez un minimum de dommages. Il reçoit son salaire, il est capable de continuer à vivre. Il est préférable de le faire sans trop de publicité, sans trop d'éclat, pour vous donner le temps d'accumuler les informations pour documenter votre dossier, en n'oubliant pas d'obtenir du salarié en question sa version, avant de décider si vous allez accueillir la plainte ou la rejeter, et si vous l'accueillez, que vous soyez en mesure de passer à l'étape de la sanction d'une façon proportionnée. Donc, la suspension avec salaire a donc ce statut particulier. Nous arrivons maintenant à la fin du contrat de travail. Alors, tout à l'heure, on a parlé de différents types de contrats quant à la durée. On a parlé du contrat à durée déterminée et celui de durée indéterminée. Alors, le contrat à durée déterminée, on a déjà prévu au moment où on conclut le contrat de travail qu'il se terminera à une date précise. Alors, l'arrivée de cette date-là met fin au contrat. Il n'est pas nécessaire d'aviser l'autre partie. L'employeur et le salarié n'ont pas besoin de s'aviser l'un l'autre que bientôt on arrive à la fin du contrat. De ce point de vue-là, on n'a pas besoin de donner un préavis. Faites attention parce que si vous avez engagé un salarié avec un contrat à durée déterminée, par exemple pour 1 an, et qu'au bout d'1 mois, vous réalisez que vous ne voulez plus travailler avec ce salarié et que vous décidez de le congédier, vous serez obligé de payer le salaire pour le reste du contrat. Vous devrez, si vous voulez vous dégager de cette obligation-là, vous allez devoir remonter une pente qui sera difficile pour démontrer des actes tels que la fraude, la malhonnêteté de l'employé. Mais un manque de rendement à lui seul ne sera pas suffisant. Faites également attention à la situation suivante.
Vous avez engagé un salarié pour une durée d'1 an. Vous préférez ne pas vous engager à long terme et vous ne voulez pas être pris avec le problème du préavis raisonnable dont nous parlerons tout à l'heure. Le contrat arrive à son terme. L'employé continue à travailler chez vous et vous ne protestez pas. Vous le laissez continuer à travailler chez vous. 1 journée, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. À partir du moment où l'employé aura travaillé 5 jours après la fin de son contrat à durée déterminée, qu'il l'aura fait à votre connaissance et sans protestation de votre part, il sera désormais, au sens de la loi, un employé en vertu d'un contrat à durée indéterminée avec les conséquences que ça amène. Donc, soyez alerte et ne perdez pas de vue les dates de fin des emplois à durée déterminée. Alors, le contrat à durée indéterminée qui correspond à la vaste majorité des situations, à la situation de la vaste majorité des salariés. Alors, l'employeur et le salarié ont le droit d'y mettre fin. Comme il n'y a pas une durée déjà déterminée et que le contrat à perpétuité, le contrat de travail à perpétuité est interdit, les deux parties peuvent y mettre fin. L'affirmation que je viens de faire, que les deux parties peuvent y mettre fin, est prévue au Code civil. Nous verrons tout à l'heure que la loi sur les normes du travail vient nuancer cette affirmation-là, et on va le voir dans un instant. Alors, quand on met fin au contrat de travail, on doit donner à l'autre partie un délai congé raisonnable. En principe, c'est une obligation qui s'applique autant au salarié qu'à l'employeur. Si le salarié décide de démissionner, il est censé donner un préavis à son employeur, de la même façon que l'employeur qui désire congédier son salarié doit lui donner un préavis. En pratique, il est souvent difficile ou non pratique pour un employeur de vouloir se plaindre d'avoir subi un dommage du fait que son employé quitte sans préavis. Ce n'est pas impossible que l'employeur poursuive son salarié pour ne pas lui avoir donné un préavis raisonnable, mais disons que ce sont des cas d'exception. À l'inverse, il est courant de voir des salariés se plaindre et poursuivre et obtenir gain de cause contre des employeurs qui n'auraient pas donné le préavis raisonnable. Je dis raisonnable et je ne vous donne pas de temps exact. Vous allez voir qu'on est encore dans une de ces situations qui va dépendre d'un paquet de critères. On va regarder ici la nature de l'emploi. On va regarder les circonstances particulières, le type le niveau de l'emploi. Est-ce que c'est facile de se trouver un employeur? Est-ce que c'est l'âge du salarié? Un peu les critères dont je vous parlais tout à l'heure pour la clause de non-concurrence. En fait, encore ici, on veut protéger la capacité du salarié de gagner sa vie. On tiendra compte de la durée de l'emploi. Bien qu'il ne soit pas possible pour moi de vous donner en chiffres les délais qu'on peut donner ou qu'on doit donner, donnons-nous quand même comme point de référence que dans les cas les plus extrêmes,
Lorsqu'un employé occupe des fonctions très spécialisées ou très proches de de la haute direction, lorsque cette personne-là a travaillé pendant de nombreuses années pour un même employeur, lorsque cette personne-là, au moment où elle est congédiée, a atteint un âge plus avancé, on va commencer, enfin, c'était le cas jusqu'à présent, la cinquantaine et plus. Lorsque d'autres facteurs comme ça seront considérés comme des indices qu'il sera difficile pour le salarié de se relocaliser dans un emploi similaire ou avec un revenu similaire auprès d'un autre employeur. Dans ces cas extrêmes, il est rare que la Cour octroie un délai congé supérieur à 2 ans. Ça arrive, mais c'est rare. Alors ça correspond aux situations les plus extrêmes. Évidemment, vous voyez qu'il peut y avoir toutes sortes de choses, 1 mois jusqu'à 2 ans. Alors, il faut en tenir compte. Parfois, dans le contrat d'emploi, on estime que ce serait une bonne idée, certains employeurs estiment que c'est une bonne idée, d'écrire une clause disant que, advenant le congédiement, on octroiera un délai congé et là on prévoit une durée, 1 mois, 2 mois, 3 mois, et que les parties reconnaissent que c'est un délai congé raisonnable. Eh bien, la loi interdit à un salarié de renoncer par avance à obtenir un délai congé raisonnable et la durée du délai congé, raisonnable, ne s'apprécie pas au moment où on embauche un salarié, mais au moment où on le remercie, au moment où on met fin à son emploi. Par contre, ce qu'on aura écrit dans le contrat pourra devenir un minimum. Alors, si on a écrit 3 mois dans le contrat et qu'on est dans une situation où un tribunal aurait estimé qu'1 mois est suffisant, le salarié aura droit à 3 mois. Mais si on a indiqué 3 mois et qu'on est dans une situation où, de l'avis d'un tribunal, le salarié aurait le droit à 2 ans, bien, il aura droit à 2 ans. Alors, est-ce que c'est une bonne idée de mettre ce genre de clause-là dans les contrats? Je vous laisse y répondre. La loi prévoit cependant que lorsque l'employeur résilie le contrat pour un motif sérieux, encore là, si je donne un exemple extrême, on vient de s'apercevoir que le salarié fraude l'entreprise, vole l'entreprise, où le salarié a été pris en flagrant délit d'agression sexuelle sur la personne d'un autre employé. Dans des cas donc sérieux, motif sérieux, il n'est pas nécessaire de donner un préavis pour mettre fin à l'emploi du salarié. Nous allons voir maintenant que la loi sur les normes du travail impose certaines contraintes à la possibilité pour l'employeur de mettre fin au contrat d'emploi et au délai congé qu'il doit donner. Alors, d'une part, si vous permettez, l'article 82 de la loi sur les normes du travail prévoit qu'un salarié qui a été à l'emploi de l'employeur pendant moins d'1 an a droit à un minimum d'1 semaine de préavis. S'il a été à l'emploi du même employeur entre 1 an et 5 ans, il aura droit à un préavis d'au moins 2 semaines. Si son emploi a duré entre 5 et 10 ans, le minimum auquel il aura droit, c'est 4 semaines. Et enfin, pour les salariés qui ont travaillé 10 ans ou plus pour le même employeur, auront droit à un minimum de 8 semaines de préavis.
Quand on parle de préavis, le préavis peut être donné alors que le salarié travaille et continue de travailler et continue de recevoir son salaire. Ou, et à ce moment-là, on n'a pas besoin de donner une somme d'argent. Il va continuer à travailler, il va continuer à recevoir son salaire. Il sait qu'à la fin de cette période-là, son emploi sera terminé. Il peut donc commencer à faire ses recherches pour un autre emploi. Il y a cependant des situations où l'employeur ne veut pas avoir chez lui un salarié qui est en recherche d'emploi ailleurs. Donc, à ce moment-là, il est possible de remercier le salarié, l'inviter à quitter et lui remettre une compensation en argent équivalent au préavis auquel il aurait eu droit. Donc, s'il a droit à 2, à 4, à 8 semaines, on lui remet un chèque représentant le salaire qu'il aurait eu pour cette période-là et il est invité ensuite à quitter l'entreprise. Autre limitation à la possibilité pour l'employeur de mettre fin en tout temps à l'emploi. À partir du moment où le salarié a travaillé pour le même employeur pendant une durée d'au moins 2 ans, il bénéficie de la protection de l'article 124 de la Loi sur les normes du travail, qui le protège contre un congédiement sans cause juste et suffisante. Maintenant, ce serait tellement plus simple si le législateur avait décidé de prendre les mêmes mots dans le Code civil et dans la Loi sur les normes du travail. Le Code civil parle de motifs sérieux, la Loi sur les normes du travail parle de causes justes et suffisantes, et on voit généralement un débat sur est-ce qu'on est en face de simplement un motif sérieux ou d'un motif sérieux qui en plus serait une cause juste et suffisante. Qu'est-ce qu'on s'amuse? Alors, l'employé qui se trouve à être congédié alors qu'il avait justifié de plus de 2 ans et qui a été 2 ans de service continu et qui a été congédié sans cause juste et suffisante, a différents recours, dont un qui lui permet d'être réintégré dans son emploi ou alors de demander une compensation monétaire. Un congédiement peut être fait d'une manière abusive. Ici, je dirais que c'est la manière qui met l'employeur dans le tort plutôt que les motifs. Alors, il ne faut pas oublier que l'employé a le droit à la dignité. Je vous donnerai tout à l'heure quelques exemples de situations qui ont été jugées abusives, mais lorsqu'on, comme employeur, on congédie l'employé d'une manière qui est abusive, l'employé a le droit de réclamer des dommages moraux. Les dommages moraux ne sont pas les mêmes, c'est pas la même chose que le préavis. Il a droit à la fois à son préavis de congédiement et, si le congédiement est abusif, il aura aussi droit à des dommages moraux. L'appréciation de ces dommages moraux-là va prendre en considération l'ensemble des circonstances. Ce qu'on recherche, c'est l'atteinte à la dignité de l'employé. Le seul fait de congédier un employé peut être un événement traumatisant pour l'employé. Mais en soi, ce n'est pas suffisant pour donner lieu à une réclamation en dommages moraux. Il faut qu'au fait d'avoir congédié le salarié s'ajoutent des circonstances qui montrent que dans la manière de le faire, ou dans certains cas, dans les motivations pour le faire, que l'employeur
a abusé de ses droits ou était à l'extérieur de ses droits. On tiendra compte, par exemple, d'éléments comme la malice, la méchanceté, l'intention de nuire. Encore là, on aura quelques exemples tout à l'heure. Et parfois, il s'agit simplement de maladresse. Et au-delà de l'intention, et là, ici, l'intention n'est pas nécessaire, on a procédé d'une manière humiliante pour l'employé. C'est les effets sur l'employé ici qu'on va regarder. Et nous allons illustrer ça avec les exemples suivants. Alors, par exemple, accuser sans preuve un salarié de s'être rendu coupable de fraude et aviser d'autres employeurs. Ça, c'est des éléments qui causent un dommage moral à l'employé. Injurier l'employé lors du congédiement. Utiliser la force policière indûment lors du congédiement. Et bien entendu que si le salarié, lorsqu'on lui annonce son congédiement, devient violent, commence à s'en prendre à la propriété de l'entreprise ou à la personne des gens qui s'y trouvent, on sera justifié d'appeler les policiers. Mais lorsqu'on demande à les policiers de venir en prétendant qu'un salarié qui ne s'est pas comporté d'une façon abusive, d'une façon dangereuse, lorsqu'on prétend qu'il l'a fait et qu'on le fait arrêter, qu'on le fait sortir de manie militari, ce sont des circonstances où des employeurs ont été condamnés pour congédiement abusif. Chasser l'employé brutalement du bureau qu'il occupait. Laisser une employée, ça c'est un cas tiré de la jurisprudence, où on a laissé une employée de 14 ans d'expérience, seule avec une consultante en relation en ressources humaines qu'elle ne connaissait pas. Alors, au lieu de lui donner un traitement humain et digne, et de la rencontrer, de la faire rencontrer par son supérieur, ça, elle se retrouve un peu en embuscade dans une salle avec quelqu'un qu'elle ne connaît pas, qui lui dit « Vous êtes congédié ». Faire escorter l'employé congédié devant tous ses collègues pour récupérer ses effets personnels et le conduire jusqu'à la porte comme si c'était un voleur, comme si c'était quelqu'un qui s'était rendu coupable de quelque chose de répréhensible. Chasser l'employé de la résidence de fonction sans même lui donner la chance ou le temps de se trouver un autre logement. Attirer un employé. Ah oui, ça c'est un élément. Attirer un employé qui travaille pour un compétiteur, lui faire de belles promesses au niveau de sa carrière chez le nouvel employeur, chez soi. Et une fois qu'on l'a sorti de son ancien emploi, le congédier quelque temps plus tard. Essentiellement, on l'a mis hors circuit et il a brûlé les ponts avec son ancien employeur et il risque d'avoir du mal à se relocaliser. Dans certaines circonstances comme ça, on voit qu'il y avait un plan derrière de la part de l'employeur et on a considéré que c'était un congédiement abusif. Faire croire à un employé, alors qu'on est en restructuration, en réorganisation, de ne pas s'en faire, que bien qu'il y a des gens qui vont perdre leur emploi, toi, tu es en sécurité, on va t'amener ailleurs, on va te relocaliser, tout ça, et à la fin, le congédier. Alors, l'élément ici de malhonnêteté, d'absence de bonne foi va être considéré pour arriver à la conclusion que l'employeur s'est rendu coupable d'un congédiement abusif. Évidemment, ici, les exemples que je vous donne, qui sont tirés de la jurisprudence, impliquent que la preuve de ces éléments-là a été faite, et la preuve n'est pas toujours facile à obtenir. Mais vous voyez ici une série d'exemples à ne pas suivre. On va regarder maintenant plutôt des choses qu'on devrait faire dans la gestion du contrat d'emploi et de sa fin. Alors, d'abord, on a l'obligation de remettre
un avis de cessation d'emploi à l'employeur, à l'employé, et c'est une obligation qui découle de la loi sur les normes du travail. Il est recommandé de documenter des choses telles que la remise de certains effets, des clés, un cellulaire qui appartient à l'entreprise. Documenter ces choses-là pour éviter les erreurs, pour éviter également les accusations de part et d'autre. Il est possible d'offrir à un employé une compensation qui soit proche de ce qui se trouve d'être dans le domaine du raisonnable. Il ne serait peut-être pas nécessairement le maximum qu'un employeur, qu'un tribunal pourrait accorder s'il y avait des procédures, mais qui est suffisamment intéressante pour le salarié pour faire en sorte qu'il n'ait pas la motivation nécessaire pour entreprendre des procédures contre vous à titre d'employeur. C'est souvent une démarche que les employeurs vont faire qui implique de rencontrer l'employé, de lui présenter une offre avec un document à signer, de lui accorder un délai raisonnable pour qu'il puisse aller chercher conseil auprès de son avocat, de ses conseillers juridiques, de sorte qu'on n'a pas fait une pression indue sur lui, et en même temps à sortir tout ça d'un délai relativement court, quelques jours. Tu veux l'accepter, tu as quelques jours pour le faire. Si tu ne l'acceptes pas au bout de quelques jours, cette offre-là tombe. Et donc, de procéder de cette façon-là peut vous éviter de vous retrouver enlisé dans une série de procédures judiciaires qui, comme vous le savez, peuvent représenter des coûts et des délais longs et assez désagréables. On arrive maintenant à la conclusion. Alors, en conclusion, ce serait une recommandation pour vous, à titre d'employeur ou de futur employeur, de développer de bonnes pratiques. Prévoyez. Alors, essayez déjà de planifier ce que vous aurez besoin comme employé. Évaluez. Vous m'avez entendu dans les autres capsules dire que gérer, c'est souvent gérer des risques. Gérer une entreprise, c'est aussi gérer des risques. Gérer des risques, c'est d'évaluer le risque de se retrouver en litige et les conséquences qu'aurait un tel litige. Alors, et qu'il faut prendre des moyens qui soient proportionnels à ces risques-là. Si vous engagez des travailleurs qui sont essentiellement des manutentionnaires payés au salaire minimum pour de courtes périodes et que vous avez régulièrement engagé à remercier des employés, votre risque n'est pas nécessairement le même que si vous engagez un directeur général pour votre entreprise ou un contrôleur pour votre entreprise qui va être au courant de tous vos secrets, qui va être en mesure de connaître vos recettes, qui va être en mesure qui sera en mesure éventuellement de vous faire concurrence, qui serait également un élément important pour le succès de votre entreprise et dont le départ pourrait avoir un impact majeur sur la rentabilité de votre entreprise. On se comprend que dans ce dernier cas-là, il est préférable d'investir dans un contrat bien fait et solide et qu'on peut se permettre d'avoir des contrats verbaux avec le cas que j'ai mentionné en premier. N'hésitez pas à consulter votre avocat, votre conseiller juridique et autant que possible de le consulter avant de vous retrouver dans une situation litigieuse afin de faire en sorte de ne pas vous y retrouver. Documentez le contrat, documentez les éléments de discipline. Si vous faites des ententes avec votre salarié, documentez-les. Si vous voyez que vous allez devoir mettre fin au contrat, documentez les étapes qui vous amènent vers ça.
Dans certains cas, il est préférable de faire une offre qui est, dans un certain sens, généreuse, mais qui, de votre point de vue, vous revient moins cher que si vous aviez à vous débattre dans un procès. Et prenez le temps de respirer. Gérer des employés, c'est une des tâches que beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de gestionnaires considèrent parmi les plus difficiles. Il faut éviter de céder à ses émotions, de céder à son impulsivité et de poser un geste, par exemple lors du congédiement, qui ferait en sorte que bien que vous ayez eu des raisons valables de mettre fin au contrat d'emploi, la manière dont vous aurez travaillé pourra vous être reprochée. Donc, respirez. J'espère que cette capsule vous aura aidé à vous faire une tête sur les grandes lignes du droit du travail. J'aimerais remercier le CLD Vaudreuil-Soulanges pour l'occasion qui m'a été donnée de m'adresser à vous dans cette capsule et dans les autres de cette série. J'espère que j'aurai à nouveau l'occasion de vous apporter d'autres éclairages sur le merveilleux droit, le monde du droit des affaires. Et n'hésitez pas à visiter notre site Force Légale, www.force-legale.com et faites appel à nous. Merci.